Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde. Le mal de dos. Ah oui, le fameux mal de dos. On a reçu pas mal de documents, des articles, des notes aussi d'un auditeur ou d'une auditrice qui se posait des questions sur l'efficacité réelle de toutes ces solutions un peu rapides qu'on voit partout. C'est vrai que quand on a mal, surtout une douleur comme ça qui peut être si invalidante, on est tenté par un soulagement immédiat. C'est normal. Oui, c'est compréhensible. Et le marché, il regorge de promesses, c'est certain. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, avec toutes ces infos qu'on a pu rassembler, c'est un peu de démêler le vrai du faux, quoi. Ces ceintures long-mer, les patchs chauffants, les pistolets de massage dernier cri, est-ce que ça marche vraiment, je veux dire sur le long terme? Ou est-ce qu'on fait juste masquer la douleur, voire dépenser de l'argent pour pas grand-chose au final? C'est une excellente question. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Très bonne approche. Surtout qu'il y a un constat de départ qui est assez frappant et qui ressort des données générales sur le sujet. Ah oui, lequel? Dans la très grande majorité des cas, on parle d'environ 80%, une lombalgie aiguë, celle qu'on appelle commune sans signe de gravité. Oui, Elle va guérir toute seule, en quelques semaines. Le corps, souvent, il a ses propres mécanismes pour régler ça. 80%, c'est énorme ça. Et c'est plutôt rassurant, non? Tout à fait. C'est là qu'on touche à des facteurs plus psychologiques. C'est très présent dans ce qu'on a lu. D'accord. Il y a la douleur elle-même, bien sûr, c'est désagréable, on veut que ça s'arrête vite. Logique. Mais il y a aussi, et c'est peut-être le plus important, la peur. La peur. Oui, la peur que ça revienne, la peur d'être limité, de ne plus pouvoir faire ses activités, la peur de ne pas assurer au travail, à la maison. C'est cette appréhension, en fait, qui pousse beaucoup de gens à chercher une solution tangible, quelque chose à mettre, à porter, Ah, je vois. qui donne l'impression de contrôler la situation. Une sorte de béquille psychologique, un doudou pour le dos, si on veut. On pourrait dire ça comme ça, oui. Ce besoin de se rassurer, il est très fort. Et ça, évidemment, ça alimente un marché qui est hyper dynamique. On trouve de tout, pour tous les prix. Mhm. Mais le paradoxe, c'est que pour beaucoup de ces produits, les preuves scientifiques d'une efficacité réelle, durable, sur la cause du problème, elles sont souvent minces, voire inexistantes. Même si on peut ressentir un soulagement temporaire. D'accord, c'est clair. Alors entrons dans le détail. Commençons par un grand classique, mentionné partout, la ceinture lombaire. Ah oui, la ceinture. L'image qu'on en a, c'est vraiment le soutien, la protection qui évite de se faire mal. C'est très ancré, ça. Oui, c'est l'idée reçue la plus tenace, on peut dire. Et comme souvent, il y a une part de vrai, mais c'est limité. Et surtout, il faut bien comprendre comment l'utiliser. La ceinture lombaire, elle peut avoir un intérêt, mais très ponctuel. C'est-à-dire? Par exemple, pendant un épisode de douleur aiguë. Là, elle peut aider à réduire un peu la sensation douloureuse. Et du coup, permettre de reprendre certaines activités un peu plus tôt. Ça donne un sentiment de maintien. Donc elle n'est pas complètement inutile. Elle peut jouer un petit rôle. Exactement. Un rôle transitoire. Un coup de pouce pour passer une phase difficile. Mais là où ça coince vraiment, et c'est un point crucial qui ressort des analyses sur les effets à long terme, Oui. c'est l'utilisation prolongée, systématique. Quand on porte une ceinture tout le temps, jour après jour, le corps il s'adapte. Il s'habitue à cette aide extérieure, en fait. Précisément. Les muscles qui devraient faire ce travail de soutien naturel, je pense aux muscles profonds du tronc, les abdominaux, les petits muscles long de la colonne, Oui. ils sont mis au repos. La ceinture fait le boulot à leur place, donc ils n'ont plus besoin de se contracter pour stabiliser. Et la conséquence logique, j'imagine, c'est qu'ils finissent par s'affaiblir. Ils perdent en force. Tout à fait. Ils s'affaiblissent petit à petit. C'est ça le grand paradoxe. En voulant protéger son dos avec une ceinture portée tout le temps, on risque en fait de le rendre plus fragile à long terme. Parce que sa propre musculature de soutien, elle s'atrophie. Ah oui, quand même. Et ce n'est pas tout. Ça peut aussi créer une dépendance psychologique. On n'ose plus faire certains gestes sans la ceinture, on a peur de se faire mal si on ne la porte pas. C'est complètement contre-intuitif. Je pensais vraiment que ça protégeait, point. Sans effet négatif. Et non. Donc, le message clair pour la ceinture, c'est OK, utile potentiellement sur une très courte durée pour gérer une crise, faciliter la reprise d'activité. Oui, Mais surtout pas un accessoire à porter tous les jours ou sur le long terme. C'est exactement ça. C'est la conclusion qui s'impose au vu des connaissances actuelles. Une aide ponctuelle, oui, si besoin, et idéalement sur conseil d'un pro. Mais une solution de fond, certainement pas. C'est noté. Alors, passons maintenant aux appareils un peu plus techno.
Il semble aussi très populaire d'après ce qu'on a lu. Je pense aux pistolets de massage, là, ces trucs qui vibrent très fort, Mhm. et aux électrostimulateurs type TENS avec les électrodes qu'on colle sur la peau. Comment ça marche, ces choses-là? Et est-ce que c'est efficace? Ce qui est intéressant avec ces appareils, c'est qu'ils reposent souvent sur un principe neurophysiologique assez connu. On appelle ça la théorie du portillon, ou gate control en anglais. La théorie du portillon. Oui. L'idée, pour faire simple, c'est que notre système nerveux, il ne peut pas traiter toutes les informations sensorielles en même temps avec la même intensité. On sature un peu les lignes, si on veut. C'est ça, on brouille les pistes. Ces appareils, ils envoient des stimulations qui ne sont pas douloureuses, les vibrations du pistolet, les petits courants du TENS au cerveau via les nerfs, D'accord. et ces sensations, elles prennent le dessus sur les messages de douleur qui, eux, empruntent les mêmes voies nerveuses. C'est comme si on fermait une porte, le fameux portillon, au message de la douleur pour laisser passer l'autre sensation. Ah, je vois l'idée. Résultat, on ressent moins la douleur pendant qu'on utilise l'appareil. Et parfois, un peu après aussi. Ça peut aussi détendre un muscle tendu, par exemple. D'accord. Ça explique le soulagement sur le moment. Mais est-ce que ça traite la raison pour laquelle on a mal au dos au départ? C'est là toute la question. Et la réponse, généralement, c'est non. Non. Ces appareils, ils agissent comme des brouilleurs de douleur. Ils masquent le symptôme. Mais si la douleur vient d'une inflammation, d'une hernie discale, d'arthrose ou d'une tension musculaire liée à une mauvaise posture chronique ou encore d'une faiblesse des muscles stabilisateurs, Oui. la cause profonde, elle, n'est pas traitée par ces stimulations externes. Donc c'est un peu l'équivalent d'un antalgique en fait. Ça calme la perception de la douleur, mais ça ne répare pas le problème sous-jacent. C'est une très bonne analogie, oui. C'est un outil qui peut apporter un confort temporaire, aider à passer un cap douloureux. Mais il ne faut surtout pas le voir comme un traitement qui va guérir la cause du mal de dos. Mhm. Le risque, c'est de se contenter de ce soulagement des symptômes sans chercher à comprendre et à traiter l'origine du problème. C'est un point important, oui. On continue notre tour d'horizon avec quelque chose de très courant qu'on trouve partout en pharmacie, les patchs. Patchs fends, patchs froids, et puis toute la panoplie de baumes, de crèmes, de gels spécial d'eau. Qu'est-ce qui se cache derrière leur effet apaisant? Alors, pour les patchs, l'effet est surtout local et physique. Les patchs fends, ils augmentent la température de la peau, des muscles juste en dessous. Et la chaleur, ça a un effet vasodilatateur. Ça augmente le flux sanguin local et mieux relaxant. Ça aide à détendre les muscles contractés. D'accord. Et les froids? Les patchs chaud-froid, eux, ils provoquent une vasoconstriction, puis une vasodilatation, et ils ont surtout un léger effet anesthésiant. Ils ralentissent un peu la transmission des messages nerveux de la douleur. Donc oui, ça peut apporter un soulagement temporaire, bien localisé. Hmm. Mais il y a des précautions à prendre, même avec un simple patch? Oui, il faut être prudent. Le risque principal avec les patchs chauffants, c'est la brûlure. Ah oui? Oui, surtout si on les garde trop longtemps, ou sur une peau abîmée, ou sensible, ou si on appuie dessus, par exemple en dormant avec. Il y a des cas de brûlure parfois assez sérieuses. D'accord, il faut faire attention. Et pour les patchs chauds comme chauds, il peut aussi avoir des réactions de la peau, des irritations, des allergies. Il faut toujours lire la notice et bien respecter les consignes. Bien sûr. Et concernant les baumes, les crèmes, les gels, souvent ils contiennent du camphre, du menthol, des huiles essentielles. On a l'impression que ça pénètre et que ça agit en profondeur. Est-ce le cas? L'effet qu'on ressent avec ces produits, il est souvent multifactoriel. Ah, Il y a bien sûr l'effet de certains composants, le menthol qui donne une sensation de froid, le camphre ou la capsaïcine qui vient du piment, qui peuvent donner une sensation de chaud. Ces sensations, elles peuvent participer à cet effet gate control, ce brouillage dont on parlait. Ça détourne l'attention de la douleur. d'accord. Mais une part très importante de l'effet apaisant, qu'on sous-estime souvent, vient de l'acte même de masser quand on applique le produit. Ah, le massage lui-même. Exactement. Le massage, même léger, ça améliore la circulation localement, ça aide à détendre les muscles, ça libère des endorphines, nos propres antidouleurs naturelles, et ça donne une sensation de bien-être, de prise en charge. Je vois. L'effet pharmacologique réel des composants du baume ou du gel sur les structures profondes du dos, il est souvent assez limité. C'est l'ensemble, massage, plus sensation, plus l'effet placebo aussi, qui crée le soulagement. C'est intéressant de voir l'importance du geste. Bon, et pour finir ce tour d'horizon des solutions qu'on pourrait qualifier de passives, un mot sur les compléments alimentaires. Certains documents y faisaient allusion, des produits censés nourrir les articulations, réduire l'inflammation du dos.
Qu'en disent les analyses scientifiques? Alors là, sur ce point précis de la lombalgie commune, les données scientifiques sont assez convergentes et plutôt claires. Oui. Malgré un marketing parfois très fort, il n'existe pas, à ce jour, de preuves scientifiques solides, indépendantes, qui démontrent une efficacité significative des compléments alimentaires, quels qu'ils soient, hein, le glucosamine, chondroïtine, collagène, curcuma, oméga 3, etc., pour traiter ou prévenir le mal de dos non spécifique. Vraiment? Oui, les études de bonne qualité, elles ne montrent généralement pas de différence par rapport à un placebo. Donc, pour le mal de dos commun, investir dans les compléments alimentaires, ce n'est pas justifié par la science actuelle. En l'état actuel des connaissances, non. Il vaut mieux concentrer ses efforts et ses ressources sur des approches dont l'efficacité est, elle, démontrée. Justement, parlons-en. Si tous ces gadgets, ces produits, ont une action limitée ou surtout sur les symptômes, qu'est-ce qui se passe réellement quand on a ce fameux tour de rein, cette douleur lombaire? Et surtout, quelle est la bonne approche, celle recommandée par les spécialistes qui a fait ses preuves? Pour comprendre la bonne approche, il faut d'abord comprendre un peu le mécanisme fréquent de la douleur aiguë. Très souvent, ce lombago brutal, c'est une réaction de défense du corps. Une défense. Oui. Suite à un effort mal dosé, un mouvement inhabituel, une posture tenue trop longtemps ou même un gros coup de stress, les muscles autour de la colonne vertébrale, ils se contractent violemment. C'est une contracture réflexe. On dit antalgique ou protectrice. Le corps qui se bloque pour protéger la zone, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Il sent une menace, une surcharge, et il serre les freins. Il contracte les muscles pour limiter le mouvement et éviter, pense-t-il, une blessure plus grave. Le problème, c'est que cette contraction musculaire très forte, elle est elle-même très douloureuse. Et ça crée de la raideur. D'accord. Et l'erreur, ce serait de répondre à cette raideur par l'immobilité totale, de ne plus bouger. Exactement. C'est le piège classique. On pense bien faire en restant couché pendant des jours, en évitant tout mouvement. D'ailleurs, c'était recommandé avant, hein. Ah oui. Oui, mais aujourd'hui, on sait que l'immobilité prolongée, c'est contre-productif pour la lombalgie commune. Pourquoi? Ça affaiblit les muscles, ça enraidit les articulations, ça ralentit la circulation sanguine, donc l'évacuation des substances inflammatoires, et ça peut même favoriser le passage à la chronicité. Et ça renforce la peur de bouger, ce qu'on appelle la kinésiophobie. D'accord. Alors, si l'immobilité n'est pas la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, ça devient vraiment contre-intuitif pour quelqu'un qui souffre. La clé, et c'est le message martelé par toutes les recommandations internationales, basées sur les preuves scientifiques, c'est le mouvement. Le mouvement. Oui. La meilleure approche pour la lombalgie commune, elle n'est pas passive, subir des traitements, porter des aides, mais active. Il faut chercher à reprendre une activité physique douce, progressive, dès que possible. En respectant la douleur, bien sûr, mais sans la craindre de façon excessive. Bouger, même quand ça fait un peu mal, comment c'est possible? Attention, il ne s'agit pas de forcer comme un fou ou de provoquer une douleur insupportable. Surtout pas. D'accord. Il s'agit de rester actif dans les limites de ce qui est tolérable. Marcher un peu, faire des étirements doux, continuer ses activités quotidiennes mais en les adaptant, en ralentissant le rythme. Le mouvement doux et adapté, c'est essentiel pour plusieurs raisons. Lesquels? Ça aide à relâcher les tensions musculaires. Ça nourrit les disques entre les vertèbres par un effet de pompage. Ça maintient la souplesse des articulations. Ça améliore le moral, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, ça permet de regagner confiance dans les capacités de son dos. C'est souvent ça, le meilleur remède à long terme. D'accord. Concrètement, alors face à une douleur lombaire qui arrive, quelles sont les recommandations pratiques qui ressortent des analyses, des avis d'experts? La première règle pour une lombalgie aiguë, sans signe de gravité, on va préciser ces signes juste après, c'est rester aussi actif que possible. D'accord. Éviter le repos au lit strict et prolongé. Essayez de maintenir ses activités habituelles, quitte à les fractionner, à les ralentir. La marche, souvent, c'est très bien. Mais vous avez mentionné les signes de gravité. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et aller voir un médecin rapidement? Oui, ça c'est crucial. Il faut connaître ces drapeaux rouges, comme on dit. Il faut consulter sans tarder si la douleur lombaire s'accompagne de symptômes inhabituels, par exemple. Oui. Une faiblesse ou un engourdissement qui apparaît dans une jambe, ou les deux, ou au niveau du périnée. Des difficultés à uriner ou à retenir ses selles, une incontinence, même légère, Mhm. une fièvre sans explication, une perte de poids importante et involontaire récente. Si la douleur arrive après un gros choc, une chute, un accident, si on a des antécédents de cancer ou d'infections récentes,
Ou alors, si la douleur est vraiment insupportable, qu'elle ne diminue pas du tout, voire qu'elle s'aggrave après plusieurs jours malgré le repos relatif et les antidouleurs simples. D'accord. Dans ces cas-là, il faut un avis médical pour être sûr qu'il n'y a pas une cause plus sérieuse derrière, autre qu'une simple lombalgie commune. C'est très clair et très important à savoir. Et si on n'a pas ces signaux d'alerte, pour la lombalgie commune, qui est la majorité des cas, quelle est l'approche active à privilégier, au-delà de juste rester actif? L'approche qui est la plus validée, elle repose sur 2 piliers principaux qui sont souvent complémentaires. Lesquels? Premièrement, la kinésithérapie. C'est vraiment le traitement de référence. La kiné? Oui, le kiné va évaluer la situation, il peut utiliser des techniques manuelles pour soulager la douleur, améliorer la mobilité si besoin, mais surtout, son rôle clé, c'est de guider la personne vers l'autonomie. Comment? Par l'apprentissage d'exercices spécifiques, personnalisés, des étirements, du renforcement des muscles stabilisateurs, les abdos profonds, les dorsaux, des exercices de contrôle moteur. Il donne aussi des conseils sur les bonnes postures, l'ergonomie au travail, à la maison, et il aide à reprendre confiance dans le mouvement. C'est fondamental. D'accord. Et le deuxième pilier? Deuxièmement, l'activité physique adaptée, ou APA. Ça, c'est particulièrement important pour la gestion à long terme et pour éviter les récidives. C'est quoi exactement l'APA? C'est le fait de pratiquer une activité physique régulière, mais qui est adaptée à ses capacités, à ses goûts aussi. Idéalement encadré au début, ça peut être la natation, le dos crawlé surtout, le vélo, la marche nordique, du yoga doux, du pilates, du tai chi, ou un programme de renforcement musculaire global. L'objectif, c'est de maintenir une bonne condition physique générale, de renforcer son dos durablement et de lutter contre la sédentarité. Donc si on récapitule un peu les messages clés qui émergent de l'analyse de toutes ces informations, face au mal de dos commun, toutes ces solutions passives, ceinture, patch, pistolet, complément, offrent au mieux un soulagement temporaire des symptômes, elles ne s'attaquent pas aux causes profondes. C'est la conclusion principale, oui. Elles peuvent avoir une petite place, très limitée, pour aider à gérer une crise aiguë, mais il ne faut pas les voir comme des solutions de fond. Ça peut même être un piège si on l'utilise trop longtemps, parce qu'elle risque d'affaiblir les muscles qui sont justement essentiels pour soutenir le dos. Absolument. Le risque d'affaiblissement et de dépendance, il est bien réel et documenté. Et le message fondamental qui peut sembler contre-intuitif quand on a mal, c'est ne pas avoir peur du mouvement. Rester actif autant que possible, y aller progressivement Tout à fait. et privilégier les approches actives, encadrées, comme la kinésithérapie et l'activité physique adaptée. Parce que leur efficacité, elle est solidement prouvée. C'est exactement ça. Comprendre que la douleur, c'est un signal d'alarme, oui, mais ce n'est pas forcément un signe de dommage grave ou irréversible dans la plupart des cas. Apprendre à gérer cette douleur par le mouvement adapté, par le renforcement musculaire, c'est vraiment investir dans la santé de son dos sur le long terme. Mm. Et c'est souvent bien plus rentable en termes de santé, de bien-être, que d'accumuler des gadgets dont l'effet ne dure pas. Alors, la prochaine fois qu'une solution qui semble facile et rapide pour le dos croisera notre route, on pourra peut-être se poser la question, est-ce que je cherche juste à calmer un symptôme, là maintenant, ou est-ce que je suis prêt ou prête à investir un peu de temps, un peu d'effort dans une approche active qui va vraiment renforcer mon dos et prévenir les problèmes à l'avenir? C'est une question essentielle, oui, pour une prise en charge qui soit durable. Et peut-être que la clé finalement pour un dos qui va bien, c'est d'apprendre à mieux le connaître, à mieux l'écouter et surtout à mieux bouger avec lui au quotidien. C'est une perspective très constructive, en effet. Voilà qui conclut notre exploration des remèdes contre le mal de dos basés sur toutes les informations qui nous ont été partagées. Merci de nous avoir écoutés.